Bonjour à vous, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association du SCO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Pour cette nouvelle interview, nous recevons une fois de plus Franck Morin, ufologue et auteur. Mais passons dès à présent à ce nouvel entretien. Alors bonjour, Bruno Botta d'ODH TV, donc je suis avec Franck Morin. Bonjour. Alors bonjour Franck. Bonjour. Alors peux-tu nous parler du symposium? Que t'en as pensé, quel est ton avis en fait? On avait déjà un précédent puisqu'on s'était déjà réunis, donc là c'est le numéro 2. Je dirais bon, c'est top au niveau de l'organisation. On est bien accueillis, bien pris en charge. Et puis pour tous ceux qui viennent, c'est une bonne occasion de découvrir des nouveaux sujets et surtout mise à jour. Parce que l'ufologie d'actualité, le mois dernier, le Pentagone vient de sortir son rapport qui reconnaît 143 cas inexpliqués d'OVNI sur 144. Ce qui est une première, un tel pourcentage, donc effectivement on en a beaucoup parlé, ainsi que d'autres sujets. Et y a-t-il des intervenants vraiment que tu as retenus au niveau de leur conférence? Je ne les ai pas tous vus, mais effectivement, j'ai passé la conférence de Thibaut sur les débuts de l'ufologie et certaines influences qu'ont reçues les premiers ufologues, et de voir qu'ils étaient quand même déjà bien avancés dans leur domaine à leur époque, dans les années 50 par exemple. D'accord. Alors l'image de l'extraterrestre au niveau du cinéma? Disons que c'est un long sujet d'ailleurs qu'on va aborder aujourd'hui, et 2 heures c'est pas de trop, j'aurais 50 pages à faire passer, et elle a beaucoup varié. Bon, déjà on a les premiers débuts de la science-fiction, un peu où on imaginait les Sélénites ou les Séléniens, les habitants de la Lune, et là donc on le voit dans le premier film de cinéma de science-fiction au monde, de Georges Méliès à 1902. Ensuite, plus tard, on va avoir les pulps. Que je connais bien. Les pulps à partir des années 1930, où là on a un profil vraiment extrêmement varié, puisqu'on a des insectes, des robots, des créatures de toutes formes. Et puis après, dans les années 50, 51, 52, on a vraiment l'essor de la science-fiction américaine. Et là, on a le début de la science-fiction paranoïaque, où ce sont soit des êtres qui s'infiltrent dans notre société, ça ce sera plus tard le cas des Envahisseurs, la série. On a des invasions et des destructions massives, comme ce film où les soucoupes volantes attaquent. Voilà. Oui, ah oui, tout à fait. Plus tard repris dans les Independence Day. Mais tout ce cliché de l'extraterrestre agressif, belliqueux et sournois va un peu changer au fil du temps, où on va avoir quelques extraterrestres gentils, comme dans Cocoon ou E.T. Oui. Ah oui, film E.T., Cocoon, tout à fait, des références. Et des films humoristiques. Et aussi on a une science-fiction un peu plus philosophique, où parfois le rôle du méchant ne revient pas à l'extraterrestre mais à l'humain, comme dans Avatar ou dans District 9. Et d'autres qui s'interrogent un peu plus sur le sens de la société, sur la philosophie, sur l'avenir de l'humanité. Là, c'est par rapport à ta conférence. Quel est ton film de science-fiction préféré lié à l'ufologie? Alors, il y en a un qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est Capricorn One. Que je connais très bien. Je peux vous en dire un mot, parce que c'est d'actualité, c'est des liens avec la Lune. Là, il s'agit, les Américains ont décidé d'aller sur Mars. Et ils s'aperçoivent au dernier moment qu'ils ne vont pas y aller, que s'ils y vont, tout le monde va mourir. Donc ils organisent un scénario tourné en studio pour faire croire au peuple américain qu'ils sont vraiment en train d'aller sur Mars. Merci Franck. Et maintenant, ta série de science-fiction liée à l'ufologie? Bien sûr, c'est X-Files. On pourrait s'en douter, mais d'abord parce que c'est une série qui puise de certaines racines réelles dans l'histoire de l'ufologie. Bon, il y a aussi un côté paranormal qui correspond à des légendes ou des mythes urbains qui circulaient. Et aussi il y a un fil directeur qui est le complot ourdi par l'homme à la cigarette. Alors je vais insister un petit peu, quel est ton épisode que tu as retenu dans X-Files notamment? Les épisodes, ou celui qui s'appelle peut-être Toute la vérité, où on apprend enfin tout le fil de l'histoire. Et il faut savoir
que concernant les incidences psychologiques, il y a un moment, c'était demandé dans un pensionnat. Il y a eu un épisode qui s'appelle La guerre des coprophages ou les questions d'insectes géants. Et on se demande si ça n'a pas eu des impacts parce que les jeunes filles dans le pensionnat auraient été malades. Mais je cherche des sources plus factuelles et concordantes sur ce cas, je n'arrive pas à le trouver. Allez, pour le plaisir, on va rester dans la littérature. Est-ce qu'il y a une bande dessinée de science-fiction qui t'est particulièrement favorite ? Parmi les récentes, il y a Prométhée, qui est une série très longue de SF et qui a été sortie il y a quelques années et qui est très en rapport avec l'ufologie actuellement. Parce que l'idée générale, sans trop spoiler, c'est qu'il y a des extraterrestres qui agissent depuis l'aube de l'humanité et on voit dans cette BD effectivement des vaisseaux qui arrivent dans certaines batailles antiques en Grèce notamment, et puis en fin de compte ils sont au fond des océans. Et à un moment ils décident de surgir tous du fond des océans, peut-être pas forcément pour notre bien, mais en tout cas c'est lié au rapport de plus en plus constant qu'on voit sur les OANI actuellement. Parce qu'effectivement, là dans la Navy, il y a du personnel de bord qui dit avoir vu des objets qui plongent dans l'eau ou qui en émergent. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais on a un peu plus de témoignages de la Navy en ce moment. Or, cette BD, qui date de quelques années, effectivement, traite de ce point-là. D'accord, merci Franck. Alors, j'ai une autre question à te poser. Alors, que penses-tu de la série OVNI ? OVNI sur Canal+. Oui, la série qui a été diffusée. Alors, elle est particulière. Moi, je dirais déjà sur la forme, bravo pour les décors, parce qu'on se sent vraiment dans les années 70. Ça fait parfois un peu kitsch, mais c'est vraiment les décors de l'époque. Il y a un gros travail dessus. Après, on sent qu'ils se sont renseignés au niveau du GEPAN. Donc, l'organisme a été créé en 77. Et on voit que le style d'enquête correspond à peu près à ce qui se fait actuellement. Et puis après, bien sûr, il y a une autre ligne où on suit des affaires qui ont l'air d'être extraordinaires, qu'ils ne sont pas, vous le saurez en regardant la série. Alors je vais te demander tes actualités ufologiques, Franck. Eh bien, cette année, en avril, donc j'ai publié un nouveau livre qui s'appelle L'énigme spatiale, et donc qui s'intéresse à tout ce qui est insolite, curieux, inexpliqué dans l'espace. Alors, ça peut être on a une partie qui est consacrée au phénomène OVNI, donc c'est tous les objets mystérieux qui ont été vus dans l'espace par les astronomes et les astronautes. Et contrairement à ce qui pourrait être pensé, il y en a beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. D'accord. J'ai déjà un catalogue où il y en a 300 ou 400, plus d'autres que j'ai étudiés. Et pour l'anecdote, dès le 19e siècle, il y a des astronomes qui se présentaient à l'Académie des sciences pour dire qu'ils avaient vu des météores à comportement intelligent, ou des météores qui faisaient des zigzags, des vols stationnaires suivis d'accélération fulgurante, qui se déplaçaient pour éviter d'autres objets, qui faisaient des boucles. Que penses-tu de l'ufologie actuelle ? Il faut en profiter, elle doit avoir ses beaux jours devant elle, puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez important, c'est qu'on sait que c'était un sujet qui a été raillé dans les médias depuis plus de 70 ans. Depuis 1947 précisément, c'est à partir de cette période-là que l'US Air Force a commencé à dénier les cas d'OVNI, qui a dit que c'était des phénomènes météorologiques et psychologiques, et on a vu que ça traduit un changement dans les médias qui ne l'ont pas pris au sérieux. Et c'est qu'à partir de 2017, où avec les révélations du New York Times sur le programme A-Type et les témoignages de pilotes qui succèdent, qu'on a commencé à la considérer plus sérieusement. Et enfin, ça commence à rejaillir en France en cette année 2021, où on note que certains médias régionaux, mais aussi mainstream, l'abordent sérieusement. Donc bonjour Franck. Bonjour. Peux-tu nous parler du CIPO ? Oui, collectif d'intervenants sur le phénomène OVNI. Et le but était donc de réunir des associations et des chercheurs en ufologie autour d'un but commun. Donc c'était créé en 2020 et c'est parce qu'à force de se déplacer dans les manifestations ufologiques ou d'aller voir des intervenants, des associations, on s'est aperçu qu'on avait des demandes communes. Des demandes concernant le traitement sérieux de l'ufologie, le fait qu'il y ait des archives qui soient déclassifiées notamment et que la communauté scientifique s'y intéresse.
Et une fois qu'on a commencé à échanger entre quelques personnes sur ces thèmes-là, on s'est aperçu qu'ils étaient vraiment généraux. Et c'est une idée qui a tout de suite plu. Et on a commencé à se rassembler, à mettre les idées sur le papier, à trouver les formes les plus optimales. Et on a donc créé cette page, ainsi qu'une lettre qui a été envoyée au président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2021, et qui comprend à la fois ses demandes et ses justifications, en montrant l'intérêt que chacun des partis pourrait avoir à le mener. Par exemple, traiter sérieusement et de manière transparente le sujet sur le phénomène OVNI, ça ne demandera pas plus cher à l'État, puisqu'il s'agit par exemple de déclassifier des archives, d'autoriser les pilotes à s'exprimer librement. Pour les médias, de faire des émissions sérieuses, ça ne coûtera pas plus cher non plus, et en plus ils pourraient y gagner du respect et beaucoup de commentaires positifs. Et donc on a envoyé à la présidence ainsi qu'à la ministre de la Culture, parce que le phénomène OVNI fait directement ou indirectement partie de la culture, et souvent il est parfois pas pris au sérieux dans certains films. Et donc c'est pour ça qu'en plus de notre demande, on a joint des archives, une bonne dizaine de pages d'archives sur le phénomène OVNI en France, principalement axées sur les pilotes, ainsi que les cas étrangers. Donc ce sont des événements de rencontres OVNI par les pilotes qui sont passablement documentés, puisque on a des témoignages à visage découvert, on a des archives de presse, des rapports déclassifiés, et à l'étranger, il y en a un certain paquet. Il y a eu des fois des incidents sur les avions, des dérèglements électroniques, sur les véhicules. On a cité toutes ces affaires-là. On a cité des affaires aussi comme la vague belge, où il y a eu 2000 cas qui ont été recensés, d'autres grandes vagues dans le monde. Et donc c'est aussi à titre informatif. C'est-à-dire que dans cette lettre, les gens qui ne connaissent pas le phénomène OVNI, ils auront toutes les références pour voir que c'est sérieux et documenté. Et les éléments ne sont pas exhaustifs. C'est-à-dire que s'ils veulent plus de renseignements ou plus de vagues et plus de cas de pilotes, on pourra les fournir. Alors j'ai une autre question. Que penses-tu du SAU, l'association du SAU ? C'est une association qui, entre autres, préserve les archives. Et c'est effectivement très important, parce qu'il y en a qui se perdent. Il y a des ufologues qui disparaissent, et puis plus personne ne s'occupe de ces dossiers. Et trouves-tu que c'est utile pour l'ufologie ? Oui, je ne peux pas dire le contraire, puisque j'utilise effectivement toutes ces archives, des fois pour faire des dossiers ou des suivis historiques. Et d'autant plus que le sujet va revenir actuellement sur le tapis, puisque le service historique du ministère de la Défense a annoncé qu'il déclassifiait certaines archives. Pour les dates, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est jusqu'à l'année 1983. D'accord. Et donc on a besoin, nous au niveau de l'ufologie, d'avoir ces informations, déjà de savoir comment elles sont accessibles, est-ce que c'est possible de les récupérer, est-ce qu'il faut aller sur place, est-ce qu'on peut les scanner, ou avoir une fiche numérisée. Et donc bien sûr c'est les associations ufologiques comme le SAU ou d'autres qui seront au premier plan pour refaire ça. Donc on attend beaucoup d'eux sur ce point-là. Une question de fédération, d'association, je ne pense pas qu'un jour ça puisse le voir naître, parce que personne n'accepterait un lien hiérarchique, et d'autre part, les positionnements et les travaux de chaque association sont propres, et il vaut mieux avoir des organismes indépendants. Par contre, il peut y avoir effectivement un point d'accord sur un texte, ce qui a été le cas avec le CIPO. Ce qui fait que chacun adhère à un texte ou à une idée, mais après il n'a aucune obligation, ni lien hiérarchique ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est bien. Il y a un autre avantage aussi, c'est que ça nous apprend à travailler en groupe, et que dans certains cas, on voit qu'il y a, pour certains sous-projets, il y a certaines associations ou personnes qui se mettent ensemble, et donc ils sont nettement plus efficaces parce qu'ils peuvent partager les moyens. Parce que quand on travaille à plusieurs, on est toujours plus écouté. On l'a vu au niveau de certains médias qui nous ont interviewés. Ça les intéressait de voir qu'il y avait un collectif qui était derrière ces associations. Et d'ailleurs, pour les médias, il est important de constater que depuis effectivement quelques semaines, les médias français prennent l'ufologie très au sérieux. Donc ils interrogent sans dérision ni moquerie
des intervenants du milieu. Et donc c'est une opportunité pour tous les ufologues, les enquêteurs, les associations d'aller en ce moment, d'aller montrer leur travail, je pense. Merci Franck. Merci beaucoup Franck. Nous arrivons à la fin de ce nouvel entretien avec Franck Morin, que nous remercions de nous avoir accordé quelques minutes pour vous apporter de nouveaux éléments sur son travail en ufologie. Je le remercie également pour la petite conférence privée qui a été donc filmée et diffusée dans un premier temps dans l'émission de radio CJMD 96.9 Lévis, Québec, dans la zone insolite et dans notre émission donc Enquête de terrain, et ensuite sur ODH TV, une conférence portant sur les ovnis au Canada. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions des Mémoires de l'ufologie en France ou francophone, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Je tiens à remercier pour le coup Bruno Botta et Anne, membres du GUI, groupe d'ufologues indépendants et reporters ODH TV de la région Île-de-France. Je remercie également les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, insultants, néfastes et les trolls, éjection. Je vous donne rendez-vous au prochain entretien et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.